faut comprendre la corruption comme étant un phénomène qui peut être vu sous deux angles. D'abord, corruption comme étant tonique et corruption comme étant un phénomène toxique. Tonique dans la mesure où on la trouve comme étant du lubrifiant qui permet de huiler bien la machine pour que ça fonctionne bien. Et dans quelle mesure on considère la corruption comme étant tonique? Face à une administration trop puissante, avec des institutions trop rigides, les dessous de table où la corruption permet donc de pouvoir régler de petites ententes qui permettent de faire fonctionner l'administration face à une institution trop rigide qui n'arrive pas à faire fonctionner le système économique. Mais la question est de savoir jusqu'à quelle limite doit-on accepter cette tonicité de la corruption. Et donc la corruption, enfin, étant comme un cancer qui gangrène un corps humain ou bien le système économique, dès lors que vous le laissez entrer, vous lui laissez une petite opportunité, il prend tout le système. Et donc c'est une réalité à combattre dans la mesure où on la considère comme étant plus un phénomène toxique qu'un phénomène tonique. Il faut comprendre la corruption comme le détournement ou l'utilisation des influences pour obtenir des dessous de table ou bien des revenus enfin, qu'on ne devrait pas avoir en fonction de sa position. Et cette façon de détourner les ressources de l'État ou bien les ressources de la société a comme conséquence une mauvaise affectation des ressources. Une ressource qui devait être affectée à la construction d'un hôpital, par exemple, d'un centre de santé ou d'une école, alors la corruption prive la société de cette ressource-là et cette ressource est détournée à d'autres fins et des fins qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt général. Et donc la corruption est toxique dans la mesure où elle porte en torse, elle porte en torse ou bien elle contribue à la distorsion d'une meilleure allocation des ressources dans une économie. Et ça va plus loin. Il n'y a pas que dans les pays développés, sous-développés, qu'il y a la corruption, il y en a également dans les pays développés. Et les conséquences, ce n'est pas seulement sur les pauvres, ou c'est à la fois sur les pauvres que sur les riches. Vous devez savoir que certains fléaux ou certains événements malheureux peuvent être évités s'il n'y avait pas de corruption. Si par exemple on devait construire un pont, il y a une corruption derrière le pont ne peut ne pas répondre aux exigences et donc qui peut s'effondrer à tout moment à cause de la corruption. On peut citer beaucoup d'autres occasions et les victimes peuvent ne pas être seulement les pauvres, mais également des riches. Mais des ressources qui sont affectées pour des demandes sociales, par exemple, l'école, pour faciliter, pour permettre l'accès aux populations de base, aux soins de santé de base et à l'éducation. Lorsque ces ressources-là sont détournées, ça affecte beaucoup plus les pauvres que les riches dans la mesure où les riches peuvent trouver les moyens pour mettre leurs enfants à l'école alors que les pauvres ne trouveront pas d'autres opportunités par rapport à ça. Un revenu qui devait être affecté pour améliorer le bien-être de la population, une fois que c'est détourné à d'autres fins, des fins qui sont privées, ça peut ne pas être dans la recherche de l'intérêt général. Et donc, les ressources qui doivent être orientées vers des politiques économiques qui vont dans l'intérêt de la société, de la nation, ces ressources-là sont détournées à des fins privées. Et donc, du coup, ça prive la population la plus démunie de ces ressources. Et donc la corruption a donc une influence négative sur le bien-être global, dans la mesure où les ressources sont mal affectées, dans la mesure où les ressources qui devraient aller vers la population, les populations qui en ont réellement besoin, mais c'est détourné à d'autres fins qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt général, alors ça contribue à réduire le bien-être de la population.
La solution peut être vue à la fois d'un point de vue étatique et d'un point de vue privé. Mais même privé, ça s'oriente un peu vers la solution étatique. Dans la mesure, si on prend le cadre privé, par exemple l'organisation des marchés. L'organisation des marchés, il revient à l'État, bien sûr, de mettre les règles de transparence, une transparence dans les marchés, que ce soit privé ou bien le fonctionnement des marchés publics ou marchés privés. Il faut des règles suffisamment claires et transparentes avec des mesures de sanctions en cas de violation de ces règles-là. Et d'une façon globale, il faudrait que l'État mette en place une institution suffisamment solide. C'est un cadre institutionnel qui permet donc de lutter réellement contre ce phénomène. Généralement, nous avons, la théorie économique retient deux sortes d'institutions, institutions formelles et des institutions informelles. Et donc, d'un point de vue institution formelle, l'État peut mettre en place toutes les dispositions possibles, mais si nos pratiques, en termes de valeur de nos sociétés, ne prennent pas en compte ces genres de comportements, ce serait vain d'avoir un outil institutionnel formel solide. Et à la fois, et donc, aux outils institutionnels formels, on doit accompagner ces outils-là d'autres formes, enfin une éducation en termes de valeurs qui doit commencer, en fait, je crois, doit commencer dès le bas âge dans nos établissements privés, dans nos établissements au cours primaire jusqu'au secondaire, même jusqu'à l'université, pour qu'on comprenne le caractère toxique de la corruption. Donc le problème n'est pas seulement de mettre en place des règles, des cadres juridiques ou un cadre institutionnel, mais aussi il faut une approche de bonne conduite, une approche de communication, de sensibilisation pour que l'on prenne conscience de l'ampleur du phénomène. C'est une solution pour pouvoir réduire au mieux possible le phénomène. Une solution qui contribue à l'amélioration du climat des affaires au Togo, ce qui a fait qu'à un moment donné, le Togo a été mieux classé relativement avant en termes de climat des affaires. Et donc cette dématérialisation dont vous parlez, ça met les gens à l'abri de la tentation. Donc, puisque du liquide circule entre les mains des gens, ils sont tentés de les détourner. Et parfois même, ils sont tentés d'avoir des actes qui les amènent à détourner. Donc, dès lors qu'il y a cette dématérialisation et tout est mieux contrôlé avec une certaine transparence, ça réduit le phénomène. Mais ça ne veut pas dire qu'on mettra nécessairement fin. Et il y a aussi les questions de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, la question de valeur, des hommes même qui doivent penser que la corruption n'est pas une bonne chose pour la société. Et ensuite, l'État qui met en place ces institutions, il faut que les représentants de l'État fassent aussi en sorte que ces règles-là soient respectées à leur niveau. Donc, ce qui arrive, qu'il n'y ait pas une lutte contre la corruption à deux vitesses. Pour certains, les règles doivent être respectées, que pour d'autres, ça ne doit pas être respecté. Ça pose un problème d'inégalité et ça pose un problème de conflit ou d'instabilité sociale parce que où la population va se dire mais pourquoi la règle doit être respectée par nous et pas par d'autres. Donc il faut que tout le monde soit soumis, du sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau de la population.